Carl Schmitt, le philosophe allemand, lui, considérait que c'était la fonction première du politique de définir l'ennemi. Et c'est vrai que c'est une analyse qui a beaucoup marqué la réflexion sociologique. Simplement, ce que Carl Schmitt n'a jamais déterminé, c'est comment se fait ce processus de désignation de l'ennemi. C'est-à-dire pourquoi aujourd'hui on va considérer que Poutine est une menace plus importante que l'Arabie Saoudite. Si vous voyez, c'est quand même une question qui est tout à fait légitime aujourd'hui dans la société française. Mais donc, moi, ce qui m'a intéressé dans ma vie professionnelle, avec le livre sur la fabrication de l'ennemi, qui est un livre antérieur, c'est comment se fait le cinéma. Comment se fait ce choix. L'originalité de la société américaine, c'est que c'est une société très fière d'elle-même. Vous avez vu le nombre de drapeaux qui y a un peu partout, le barbecue, la voiture, le toit de la maison, etc. Et je me disais, mais comment peut-on être si fier d'une identité nationale qui a quand même été esclavagiste, ségrégationniste jusqu'aux années 60, raciste encore aujourd'hui, génocidaire à l'égard des Indiens et quand même impérialiste quoi qu'il advienne. Donc je vais dans une librairie et je dis, je voudrais voir vos livres d'histoire. Et le libraire me dit, mais il n'y a pas de livre d'histoire, il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale. Chaque État est responsable de son propre enseignement. Ça veut dire que éventuellement même la guerre de sécession racontée en Caroline du Nord ou en Californie, c'est pas tout à fait la même guerre. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est le cinéma qui fait le récit national américain. Et d'où la réponse à votre question, c'est d'ailleurs ce récit national, il a fait comme nous, on l'a fait avec Michelet. Le pays est une espèce d'image d'une réalisation divine sur Terre. Et donc l'autre, encore une fois, ne peut être qu'un envieux, un ennemi, une menace, un porteur de vices. Donc là, on va au-delà du soft power. C'est pour ça que vous dites Hollywood, arme de propagande massive. C'est-à-dire que très rapidement, si vous voulez, ce cinéma, par sa puissance, sa créativité, l'intelligence de ses producteurs, de ses scénaristes, va très vite s'internationaliser. Effectivement, dès les années 20, 30, commencent à arriver en France des films américains. Le véritable déblocage se fait au moment des accords Bloom-Burns qui vont se signer en 46, c'est-à-dire quand la France détruite va demander un prêt aux États-Unis et que les producteurs américains vont exiger l'ouverture du marché national français, avec des quotas, etc. Mais ça veut dire que c'était déjà pensé aux États-Unis comme quelque chose qui était une image extrêmement importante de la vision que les autres auraient des Américains. Et je donne dans le livre un sondage qui est extrêmement intéressant, qui s'est fait en 4 étapes, qui s'est fait juste après 45, puis jusqu'à aujourd'hui 2015, c'est-à-dire toujours la même question, avec l'évolution de l'opinion sur la même question. La question étant, selon vous, quel est le pays qui a le plus collaboré à la défaite de l'Allemagne ? Alors à l'époque, c'était la Russie à 60%. Aujourd'hui, c'est les États-Unis à 60%. Or, c'est le même phénomène historique. Ça veut bien dire qu'il y a eu un soft power, si vous voulez, qui, au bout du compte, a réussi à transformer l'opinion française pour faire que le héros est américain. Les Américains perdent, sur les 2 théâtres de conflit de la Seconde Guerre mondiale, autant d'hommes que les Russes à Stalingrad. Donc ça n'est pas du tout la même guerre. Mais pourtant, dans notre imaginaire collectif, cette guerre, on l'a vu tellement de fois à travers le cinéma, que le héros ne peut être qu'américain. Juste avant de laisser la parole à Antoine Mercier, c'est toujours de comprendre, est-ce que tout ça a été voulu ? Est-ce qu'il y a un moment, un grand cerveau qui a pensé cette dimension, cette fonction stratégique d'Hollywood à vos yeux ? Qui a compris le premier à quel point Hollywood pouvait constituer cette arme de propagande massive ? Est-ce que c'était une industrie stratégique ? Non, je ne crois pas que ce soit pensé, si vous voulez. C'est vécu. Exactement, même remarque, si vous voulez, l'histoire nationale racontée par Michelet pour nous, qui a donné naissance à nos manuels d'enseignement de l'histoire, ça n'a jamais été voulu. C'était simplement une espèce de récit épique de l'histoire, qui faisait que la France était le plus beau pays du monde, peuplé de héros qui allaient de Jeanne d'Arc à Bayard, en passant par Napoléon, etc., avec, encore une fois, la construction d'un sentiment national. Et là, cette fonction a été assumée par Hollywood, parce qu'elle correspondait plutôt à une espèce de capacité à construire l'identité nationale. On est frappé, si vous voulez, à Hollywood, entre la capacité extraordinaire d'autocritique sur le système, à l'intérieur, et l'absence totale de rapport historique ou de crédibilité, si vous voulez, quand on est en rapport avec l'autre. Je vous en prends des exemples. Le cinéma hollywoodien a une fonction de réécriture de l'histoire, en particulier de faire revivre les défaites. L'histoire de la guerre du Vietnam est extrêmement intéressante parce que tous les films qui ont été faits après, en général une vingtaine d'années après, et qui sont des films critiques sur le Vietnam, ne parlent jamais de la légitimité de la lutte des Vietnamiens. C'est toujours la souffrance du soldat américain. Nous aussi, on a fait la chose 20 ans après la guerre d'Algérie, mais enfin, le premier film qui doit être 20 ans dans les Aurès, c'est pas du tout l'histoire d'un type qui souffre du combat, c'est un type qui, au contraire, déserte pour sauver un prisonnier algérien. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes problématiques. Les côtés les plus cocasses, si vous voulez, c'est Rambo. Rambo, c'est l'ancien combattant désespéré de l'accueil des anciens combattants du Vietnam dans Rambo 1. Rambo 2, il redevient combattant, et donc il repart au Vietnam pour libérer des prisonniers de guerre que ces salauds vietnamiens n'ont jamais libérés, et il va tuer 76 personnes, je les ai comptées. J'ai dû me tromper, parce qu'après j'ai trouvé 87 sur un autre site. Imaginez une minute qu'on fasse un film comme ça sur l'Algérie.
On renvoie en Algérie un ancien combattant algérien qui va tuer 76 Algériens. Vous imaginez le scandale politique que ça ferait? Là-bas, on vous explique que c'est un très bon film. J'ai eu une discussion sur American Sniper avec des cinéphiles. Ils m'ont expliqué que c'était une critique de la guerre. J'ai dit, on n'a pas dû voir le même film.